Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de parler de semis et de boutures. Alors la période de semis n'est pas encore commencée puisqu'on n'est qu'en décembre et qu'elle n'interviendra que d'ici à peu près 2 mois, 2-3 mois. Par contre, la période de bouturage est quant à elle bien commencée avec notamment tout ce qui est bouture de petits fruits et de certains arbustes qui se font en hiver. Du coup, les conditions pour réussir à la fois ces boutures et ces semis sont souvent à peu près les mêmes. Du coup, la question que je vais essayer de traiter dans cette vidéo, c'est quel est le meilleur matériel, le matériel le plus adapté pour réussir ces semis et ces boutures, que ce soit sur le choix du substrat ou encore le choix du matériel nécessaire. On parlera également de certains matériels que j'utilise, comme par exemple des serres intérieures, des serres extérieures ou de mini-serres. Mais tout ça, on le voit tout de suite dans la suite de la vidéo. Alors avant de commencer tout de même, il est important de noter que moi je suis un jardinier amateur depuis 6-7 ans à peu près, je suis en train de me lancer en pépinière petit à petit, et par contre du coup les informations que je vous donne, il peut y avoir des erreurs, et vous n'hésitez pas dans les commentaires à compléter ce que je dis, ou même à le corriger. Allez, on y va directement dans la vidéo. On va commencer cette vidéo par parler substrat, puisque pour réaliser des belles boutures ou bien des semis de graines, il va falloir avoir un substrat de qualité qui va avoir plusieurs propriétés qui permettront au bon développement des futures plantes. Donc tout d'abord, on va se poser la question, quelles sont les conditions pour qu'une graine puisse bien lever? Il faudra bien sûr les mettre dans des bonnes conditions, à savoir d'humidité, de température et pour certaines de lumière. Par contre, il faut savoir qu'une graine comme celle-ci, donc là c'est une graine de potimarron, mais ça va être le cas pour l'ensemble des graines, elle n'a pas besoin d'avoir un substrat avec des nutriments à l'intérieur pour arriver à lever et compléter son premier stade qui va être le développement des cotylédons que vous avez ici. Ici c'est une graine d'artichaut qui a levé, ainsi que le développement de racines. Alors je ne vais pas déterrer la plante, mais dessous il y a déjà des petites racines. Et vous avez ici le départ des vraies premières feuilles. Il faut savoir que les cotylédons, c'est appelé des fausses feuilles, et à la suite de ces cotylédons, va pousser les 2 premières vraies feuilles que vous avez à ce niveau. Donc pour ce premier stade du développement des premières racines, des cotylédons et des 2 premières feuilles, la plante n'a pas besoin d'avoir de nutriments à l'intérieur, et donc dans la graine, tout va être présent pour arriver à compléter ce premier stade. D'ailleurs, on peut très bien faire lever une graine comme celle-ci dans du sopalin mouillé, et si vous le faites, vous verrez que vous arriverez à avoir à la fois des racines ainsi que les cotylédons qui vont commencer à se développer. Une fois que les 2 vraies premières feuilles, qui sont ici, vont avoir déjà bien poussé, les cotylédons vont commencer à dépérir, et ça sera à ce stade-là où la plante aura besoin de nutriments. Mais donc au premier stade, la plante n'a absolument besoin d'aucun nutriment, et ça c'est un point fondamental à avoir en tête. Ça va être exactement le même cas pour une bouture. Là, j'ai pris une bouture de saulosier, mais j'ai fait aussi derrière des boutures de casseille. Et le principe va être le même. En réalité, dans une tige comme celle-ci, il y a tout le nécessaire pour que la bouture puisse commencer à développer ses premières racines, ainsi que les premières feuilles. Donc l'idée, ça va être dans un premier temps, pour le premier stade, d'avoir un substrat assez pauvre avec peu de nutriments. Mais par contre, en remplissant les bonnes conditions, qui sont le fait d'avoir un substrat bien humide, mais pas trop, d'avoir la bonne température nécessaire, donc en général autour de 20-25 degrés, ça va dépendre des plantes là aussi, mais également un substrat qui va être suffisamment fin pour que les premières racines, à la fois de la graine ou de la bouture, puissent se développer très facilement. Regardons donc les critères pour pouvoir arriver à avoir un bon substrat. Le premier critère nécessaire pour avoir un bon substrat, c'est d'avoir un substrat qui est drainant, mais aussi capable de bien absorber l'eau. C'est pourquoi, en général, on dit qu'un substrat qui est composé à la fois de sable ou de perlite, avec soit de la tourbe ou de la fibre de coco, est optimal pour avoir un substrat absorbant, ce qui est le cas donc de la fibre de coco ou bien de la tourbe, très absorbant, mais aussi très drainant en mélangeant avec du sable et de la perlite. Ça va permettre entre autres de pouvoir bien faire passer l'air dans le substrat. Attention par contre, la tourbe est quand même très décriée, et à juste titre, parce qu'en réalité, ça prend plus de 1000 ans pour arriver à se créer. Par contre, la fibre de coco est peut-être considérée un petit peu plus écologique, puisque là, on en a quand même énormément. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas cultivée en France, et donc forcément, il faut l'importer, et elle vient souvent de très loin. Donc ces 2 matériaux sont très intéressants, mais écologiquement parlant, c'est peut-être pas non plus idéal. Ensuite, le deuxième critère, ça va être d'avoir un substrat suffisamment fin et éviter les morceaux grossiers. D'où le fait qu'un terreau universel, en réalité, ne va pas convenir pour faire ces semis,
puisque ce qui risque de se passer, c'est que la fameuse graine ou la bouture n'arrive pas à bien développer ses racines, pouvant être bloquées par des morceaux grossiers. Si on regarde par ici un terreau universel, que j'utilise aussi pour faire mes semis, vous allez voir, je vais le tamiser. Donc c'est un terreau premier prix, mais vous allez voir que celui-ci va contenir énormément de morceaux très grossiers. Alors si vous prenez peut-être un terreau universel de meilleure qualité, il sera déjà un petit peu mieux tamisé et on évitera d'avoir trop de morceaux grossiers. Là, si on regarde un petit peu le résultat, j'ai énormément de morceaux grossiers que ça, on ne veut absolument pas, ni pour les boutures, ni pour les semis. Donc, si vous voulez utiliser un terreau universel, ce qu'il va falloir faire, ça va être de le tamiser. Là, vous voyez, on retrouve un matériau qui est très intéressant également pour faire ces semis, puisqu'il va avoir la propriété d'être suffisamment fin. C'est d'ailleurs la matière que j'ai mis sur ce côté-là, qui va me servir également donc, pour réaliser certains semis dans des conditions particulières qu'on évoquera un petit peu plus tard. Aussi, pour réaliser un bon semis, le dernier critère important, ça va être d'avoir un substrat en bonne santé. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas qu'il y ait de maladies à l'intérieur. C'est pourquoi on évite en réalité d'utiliser un vieux terreau, donc soit un terreau qu'on a déjà utilisé pour faire un semis qui n'a pas fonctionné, donc ça on ne va surtout pas le réutiliser, ou bien même un vieux sachet de terreau qui a passé plus d'1 an à l'extérieur et qui a pris toutes sortes d'humidité ou d'autres choses, de maladies, de champignons, ça on évite de l'utiliser. Si vous utilisez un substrat en mauvaise santé, avec potentiellement des champignons, des maladies à l'intérieur, vous risquez d'avoir le champignon responsable de la fonte des semis, et donc vous perdrez votre semis et votre culture. C'est aussi la raison pour laquelle on essaie d'avoir un substrat qui va avoir la propriété d'être très drainant pour éviter d'avoir une trop grosse accumulation d'eau à l'intérieur. J'ai déjà commencé cette année le semis, en particulier des artichauts et des rhubarbes, et le substrat que j'ai utilisé, en réalité j'en teste deux. Je teste d'abord la fibre de coco mélangée à de la perlite, et le deuxième substrat que j'essaie, c'est de la tourbe mélangée à du sable. Alors du coup, je vais vous montrer un petit peu comment je fais ce mélange. Je vous mettrai des images de la réalisation du substrat de la fibre de coco. Donc en général, on achète en fait des blocs comme cela qu'il faut réhydrater. Donc il faut laisser tremper pendant quelques minutes et venir malaxer un petit peu le tout pour arriver à obtenir ce substrat qui est ici. Ensuite, une fois qu'on a ce substrat, ce que je fais, c'est que je vais mettre 2 tiers de fibre de coco pour 1 tiers de perlite pour arriver à avoir un bon substrat. Donc si vous regardez, on arrive à ça. Et ça, c'est un matériau qui est très intéressant pour réaliser ces boutures ou ces semis. Au niveau du prix, la fibre de coco, donc ces blocs, j'en ai eu pour 26 € les 12 blocs. Et avec un bloc comme celui-là, on fait 10 litres. Donc 26 € pour avoir 120 litres de substrat. Et pour la perlite, c'est plus cher, c'est 10 € les 10 litres. Donc on revient quand même à un substrat, je crois que j'avais fait le calcul, autour de 35 centimes le litre, ce qui est relativement cher, mais qui va être largement utilisable pour le système en alvéole comme celui-là, puisqu'on va utiliser globalement assez peu de substrat pour faire notre semis ou notre bouture. Le deuxième substrat qu'on peut utiliser, donc je vous en ai parlé, c'est la fameuse tourbe. Le gros problème de cette tourbe, c'est qu'elle est très lente à se faire, à se créer, et donc en termes écologiques, c'est quand même pas l'idéal. C'est pourquoi en général, en fait, je n'utilise pas cette matière. Je préfère nettement utiliser soit un terreau tamisé, soit partir sur la fibre de coco. Néanmoins, ce que l'on peut faire, ça va être de mélanger cette tourbe. Comme on peut voir, c'est un matériau quand même qui est très intéressant, qui ressemble beaucoup à la fibre de coco. C'est très fin, mais en même temps, c'est capable de bien capter l'eau. Et si on le mélange par exemple avec du sable, on pourrait aussi mettre de la perlite, ça irait très bien. On va arriver à avoir un très bon substrat pour faire soit ses semis ou ses boutures. Donc il suffit de mélanger, pareil au niveau des proportions, on est autour de 70% de tourbe et 30% de sable ou de perlite. Et là, pareil, le substrat est vraiment très adapté pour faire les boutures ou les semis. Au niveau du sable, j'ai souvent la question, il suffit de prendre n'importe quel sable, je pense. Moi, j'utilise du sable pour enfants qui revient à peu près à 6 €, je crois, les 15 kilos. Ça fait à peu près, je crois, dans les 25 litres, 20-25 litres. Donc, c'est pas excessivement cher. Par contre, la tourbe est un matériau qui coûte relativement cher. Globalement, on se retrouve, je pense, à peu près autour du même coût pour la tourbe et la fibre de coco. Donc, à choisir, moi, je préfère partir quand même sur de la fibre de coco, même si pour le moment, c'est seulement en test pour moi, puisque ça va être la première année où je vais m'en servir.
En tout cas, les deux substrats que je viens de vous présenter sont pauvres et du coup ne vont pas permettre de nourrir la plante. Ça tombe bien, quand on fait des semis en alvéoles comme ça, la plante va pouvoir terminer son premier processus de développement et donc développer ses deux premières feuilles, avoir ses premières racines sans avoir besoin de trouver de la nourriture dans le substrat. Par contre, on va aussi avoir un autre substrat que je vais utiliser qui lui va être un petit peu plus riche. C'est le terreau universel tamisé. Donc je vous ai montré le terreau basse qualité que j'utilise, que je viens tamiser, et pareil, je viens simplement le couper avec du sable. Alors ce terreau-là, par contre, même s'il est premier prix, il a déjà de l'engrais et contient un petit peu de nourriture à l'intérieur, ce qui va justement être intéressant pour le deuxième stade de la plante, où la plante va avoir besoin de se nourrir. On peut aussi envisager de rajouter un petit peu d'engrais à l'intérieur, si jamais celui-ci n'en contient pas suffisamment. Et comme je vous ai dit, donc pour le premier stade de la plante, ce n'est pas nécessaire d'utiliser un terreau avec de l'engrais. Vous pouvez aussi utiliser un terreau à semis déjà tout prêt, que vous achèterez en jardinerie, mais qui coûte en général assez cher, et que j'ai souvent trouvé assez décevant. C'est pourquoi je réfléchis de plus en plus à créer moi-même mon terreau à semis et à bouture. Donc je vous ai présenté un petit peu les trois types de matériaux. Maintenant, on va se poser la question dans quel cas on va pouvoir les utiliser. À quel moment je vais utiliser plutôt un substrat qui va avoir un petit peu de nourriture, comme ici un terreau universel tamisé, ou bien un terreau à semis dans lequel on aura rajouté de l'engrais s'il n'en a pas, ou bien un substrat qui aura très peu de nourriture, comme c'est le cas à base de fibres de coco ou de tourbe. En réalité, cela va dépendre du nombre d'étapes que vous voudrez mettre en place pour votre semis. Si vous voulez avoir une seule étape, c'est-à-dire par exemple mettre votre graine dans un godet et attendre que votre plante soit prête à être mise en place directement dans votre jardin, dans ce cas-là, votre plante aura besoin d'avoir un substrat avec de la nourriture à l'intérieur pour se développer. Vous pouvez bien sûr envisager aussi de rajouter de l'engrais liquide plus tard, une fois que la plante aura terminé son premier stade. Mais sinon, si vous souhaitez réaliser un semis en plusieurs étapes, comme c'est le cas souvent quand on utilise le système d'alvéole comme ça, on va avoir en fait une étape de repiquage. Et donc, dès lors que le premier stade de la plante aura été atteinte, c'est-à-dire qu'elle aura ses deux premières vraies feuilles de développer avec ses racines dessous, dans ce cas-là, vous pourrez basculer dans un terreau plus riche, donc terreau universel par exemple, qui aura de l'engrais à l'intérieur. Donc ça va être vraiment cette idée-là où, en fonction du nombre d'étapes de votre semis, vous choisirez un substrat plutôt que l'autre. Mais du coup, comme vous pouvez le constater, ce qu'il va être important de choisir, ça va être le matériel à utiliser. Est-ce qu'on va plutôt partir sur des alvéoles ou bien des godets plus grands, voire même peut-être des terrines pour réaliser ces semis. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Comme je viens de l'évoquer, le choix du matériel va dépendre globalement de deux facteurs. La taille de la graine, bien sûr qui sera importante pour choisir soit un godet plus ou moins grand, ou bien peut-être un système de terrine ou d'alvéole. Donc là, je vous ai mis deux graines différentes. Ici, des graines de courge et ici, des graines de laitue. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas utiliser le même support pour pouvoir faire notre semis. Il va donc falloir choisir celui qui est le plus adapté. Mais aussi, comme je viens de vous le dire, le choix du matériel va dépendre également du nombre d'étapes qu'on voudra mettre en place pour faire notre semis. Par ailleurs, ça sera exactement la même chose pour la réalisation des boutures. Si vous comptez réaliser une bouture qui aura besoin d'être repiquée, dans ce cas-là, vous pourrez partir sur ce système d'alvéole avec un substrat qui n'aura pas besoin d'avoir de nourriture ou pas trop. Et ensuite, vous le repiquerez dans un pot qui lui aura un substrat avec de la nourriture pour nourrir la plante une fois qu'elle aura ses racines de développer. Ou alors, si vous voulez directement mettre votre semis dans un pot sans avoir à le repiquer, dans ce cas-là, vous prenez un pot plus grand et dans ce cas-là, il faudra mettre un substrat ayant plus de nourriture à l'intérieur. On va voir maintenant les différents supports qu'on peut utiliser. Donc le premier support que j'aimerais vous parler, ça va être la terrine. Donc la terrine, comme ça, on peut prendre simplement un petit bac, percé en dessous ou non d'ailleurs, et on va remplir de terre. Ça va être un support très intéressant, par exemple, pour le semis de laitue, qu'on va pouvoir venir repiquer. Le gros avantage de partir sur ce système de terrine, c'est qu'il ne prend que très peu de place. Par contre, forcément, on aura besoin d'avoir plusieurs étapes pour pouvoir créer nos différents plants qu'on viendra planter en terre par la suite. Donc là, vous voyez, vous faites votre petit semis comme cela et vous recouvrez ensuite de votre substrat fin. Et donc, dès lors que la plante aura levé, donc ici des laitues, elles auront levé, qu'elles auront
leurs 2 premières feuilles, et là on pourra envisager de passer sur un pot plus grand. Le gros avantage de ce système-là, c'est que ça va prendre que très peu de place et en même temps éviter de perdre du terreau. Vous imaginez bien que si vous faites un semis d'une laitue dans des godets, d'ailleurs des godets qui peuvent être grands comme cela, des godets de 8, si jamais votre semis a foiré, eh bien, vous allez avoir utilisé beaucoup plus de substrat que si vous mettez cela dans une terrine et ensuite vous faites l'étape de repiquage. Par contre, du coup, ça va vous demander quand même une intervention minimum supplémentaire pour faire votre semis de laitue. Aussi, l'avantage d'utiliser cette terrine, c'est que, comme je vous l'ai dit, vu qu'on va attendre que le premier stade soit terminé, et que dans le premier stade, la plante n'a pas besoin de chercher sa nourriture dans le sol, dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser un substrat très pauvre et très drainant, comme on l'a vu précédemment, à savoir soit de la fibre de coco, soit de la tourbe, ou bien un terreau à semis, bien entendu, qu'on peut toujours utiliser. Donc ce type de semis dans des terrines, je l'utilise globalement que pour les laitues. On peut également l'envisager par exemple pour le semis de tomates ou bien d'autres plantes, mais moi globalement je ne l'utilise que pour les laitues. Je préfère en général partir sur le semis en alvéole, même si souvent j'ai été déçu par les années précédentes à cause en fait du matériel que j'avais. Beaucoup de ces plaques alvéolées là, que je vous présente, vous avez ces 3 types là, encore que celle-ci la verte est plutôt pas trop mal, et souvent j'ai été assez déçu en fait, parce que le gros problème de ce type de semis dans ces alvéoles, c'est que c'est très dur à démoter. Les trous sont souvent pas assez grands en dessous, ou bien c'est trop petit, et même ça a souvent tendance à sécher assez rapidement. Surtout sur ce système-là que j'avais acheté, et vraiment j'en suis très peu satisfait. Pareil pour ces alvéoles vertes que j'ai là, qui est plutôt rigide, et par contre qui a un très bon trou dessous. Là j'ai eu des meilleures réussites, mais globalement, j'ai pas été extrêmement satisfait non plus. Il y a également ces nouvelles alvéoles que j'ai achetées qui sont beaucoup plus profondes. Donc là, on est sur du 8 cm qui pourront me servir pour certains semis, mais surtout pour réalisation de boutures, cette année en particulier d'aromatiques. Par contre, un autre système que j'ai acheté et qui va éviter justement ces problématiques de démotage qui sont souvent assez compliquées avec ces alvéoles, c'est ce système-là d'alvéoles qui sont assemblées et qu'on va pouvoir désassembler très simplement. Alors là, je vais essayer de ne pas casser non plus mon semis qui n'est pas encore prêt à être démoté. Mais l'idée derrière, ça va être simplement de pouvoir ouvrir ces petites plaques, en plus qui sont par 4. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et en ouvrant comme cela, alors là, je suis un peu en train de casser le tout. Pas très simple à la caméra. Mais l'idée, hop, voilà, là j'y arrive. C'est d'arriver à démoter comme cela, et là très simplement on va pouvoir venir chercher notre motte et venir la planter. Alors là bien sûr j'ai fait n'importe quoi, bon du coup j'ai fait n'importe quoi, j'ai un petit peu tout cassé mais c'est pas grave, vous aurez compris l'idée c'est de les ouvrir quand le développement sera suffisamment avancé, les racines auront rempli un petit peu la motte qui évitera de se casser et on pourra venir démoter très simplement. Donc je vais miser sur ce type de plaque cette année, ce qui devrait me permettre d'avoir une belle réussite, je pense, pour tous mes semis. Je vous montrerai d'ailleurs dans la partie suivante tous les semis que j'ai fait dans ce nouveau système d'alvéoles. D'ailleurs, il existe aussi le même principe, les alvéoles exactement pareil, mais avec une plus grande profondeur. Ici, on est sur 12 cm de profondeur, et ça va être très intéressant pour faire des boutures. Donc ce système-là que j'aime beaucoup, je vous en reparlerai dans la partie suivante, puisque justement, on verra un petit peu les mini-serres adaptés à la réalisation de boutures ayant besoin d'avoir une belle profondeur comme ce qui est le cas pour celle-ci. Donc le gros avantage d'utiliser ce système d'alvéoles, c'est qu'on va pouvoir utiliser un substrat qui n'aura pas trop de nourriture. Par contre, bien sûr, au niveau inconvénient, on va avoir besoin de réaliser l'étape supplémentaire de repiquage à la fin du premier stade du développement de la plante, c'est-à-dire quand elle aura eu ses 2 premières feuilles et son premier développement racinaire. Aussi, le désavantage souvent des alvéoles, j'en ai un peu parlé, c'est que ça va avoir tendance à quand même se dessécher rapidement et c'est assez dur de gérer l'hydrométrie du substrat. Donc utilisez plutôt un substrat qui retient bien l'eau, mais en même temps qui est drainant, comme je vous en ai parlé, de la fibre de coco ou bien de la tourbe. On peut aussi bien sûr venir utiliser du terreau à semis si jamais on n'a pas ces matériaux-là. On passe ensuite à un autre matériel qu'on peut utiliser pour faire ces semis qui va globalement revenir au même principe que les alvéoles. Ça va être simplement d'utiliser un presse-motte. Là vous en avez un, donc je m'en sers très peu.
c'est plutôt quelque chose que j'ai pas trop apprécié au départ, en particulier parce que j'arrivais pas à trouver un substrat qui était très adapté à l'utilisation de ça. Donc l'idée du presse-motte, ça va être simplement de préparer des carrés directement dans lesquels on viendra mettre une graine. Et l'avantage par rapport aux alvéoles, c'est qu'on n'aura pas de plastique. Par contre, ça aura encore plus tendance à se dessécher rapidement. Je vais vous montrer comment le faire. Donc là, j'ai préparé de la fibre de coco. Alors, elle est un petit peu trop humide, j'ai mis trop d'eau. J'ai pas envie d'en préparer plus puisque j'ai pas vraiment besoin de faire de semis maintenant. Donc, je vais utiliser ce substrat et je vais vous montrer comment on utilise le presse-motte. Donc, pour utiliser le presse-motte, vous allez avoir besoin d'un substrat vraiment détrempé, très humide. Là, c'est un petit peu trop, il y a trop d'eau, mais bon, c'est pas grave, ça va fonctionner quand même. Vous pouvez le faire donc avec de la fibre de coco ou bien de la tourbe, voire un terreau adapté à cela. Globalement, comme je vous ai dit, les années précédentes, j'avais pas vraiment un bon substrat. Les terreaux que je trouvais étaient vraiment pas adaptés. Du coup, j'arrivais pas à avoir vraiment des bons résultats. Et cette année, je compte bien réutiliser cette technique, en tout cas la réessayer, en utilisant la fibre de coco que j'ai là. Donc on remplit bien les cases par-dessous comme je le fais là. Là, c'est un petit peu trop humide, mais bon, c'est pas très grave. Et une fois qu'on a bien tassé l'ensemble, il suffit de venir utiliser le presse-motte comme cela. Et là, on a nos carrés qui sont prêts à être semés. Donc vous voyez, ça permet d'avoir comme une alvéole. On a un petit carré là qui est bien prêt. On y met notre petite graine à l'intérieur et on rebouche. Et ça, on va le laisser se développer pendant quelques semaines et ensuite venir le repiquer dans un godet ou bien venir le planter en terre. Donc au final, ce type de matériel va être intéressant dans les mêmes conditions que les alvéoles. Il faudra faire vraiment attention à l'hydrométrie par contre, puisque vu qu'il n'y a pas de support qui va retarder un petit peu la perte d'humidité à l'intérieur, ça va se dessécher encore plus vite. Et donc il faudra avoir vraiment un œil très attentif pour surveiller qu'il y a suffisamment d'eau dans les petits carrés qui auront été faits. Par contre, le gros avantage, c'est qu'on n'utilise plus de plastique. Enfin, le dernier matériel qu'on utilise tous, ça va être simplement d'utiliser des godets. Alors, on va retrouver différentes tailles de godets. Ici, on a vraiment un godet de toute petite taille qui peut être intéressant peut-être pour des semis de laitue, comme on a vu tout à l'heure. Soit on peut utiliser ce système de terrine ou bien envisager de partir sur des tout petits godets comme cela. On va retrouver aussi des godets un tout petit peu plus grands. Ceux-ci qui peuvent être intéressants justement pour les laitues. Une fois qu'on aura notre semis qui aura bien levé, on pourra venir déterrer les petits plants et venir les mettre à l'intérieur du godet qui sera rempli avec un terreau ayant de la nourriture pour nourrir la plante. On va retrouver aussi des godets plus grands, donc ceux-là ils sont bien connus, je crois que c'est les godets du 8, si je ne me trompe pas. Je vais mesurer ça, donc là effectivement c'est bien les godets du 8. Donc dans ces godets du 8, on va pouvoir semer un petit peu tout à l'intérieur. Moi globalement, l'idée ça va être encore une fois de l'utiliser plutôt en repiquage. Une fois que j'aurai mes petits plants dans mes alvéoles, je pourrai venir démoter cela et venir le mettre à l'intérieur dans un terreau qui aura plus de nutriments pour les plantes. On va retrouver encore des pots plus grands de ce type-là qui pourra par exemple être utilisé pour tout ce qui est courges, courgettes. Mais là aussi, je ferai d'abord une étape préalable qui sera de venir semer dans les alvéoles. Pour les boutures, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc il y a le même système d'alvéoles que pour les semis qui sont ici. Donc vous voyez, c'est simplement des alvéoles plus grandes. Dans ce cas-là, une fois que mes boutures auront développé leurs premières feuilles, qui aura un petit développement racinaire, je pourrai venir les repiquer dans des pots plus grands, dans ce type-là par exemple, qui contiendra lui aussi de la nourriture et des nutriments pour la plante. Je pense avoir fait globalement le tour de tous les supports qu'on peut utiliser, donc soit les terrines, les alvéoles de différentes tailles, les godets de différentes tailles, ou bien le presse-motte. Si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est la dernière partie, notamment sur les systèmes de mini-serres, ou bien même de serres intérieures ou extérieures. On parle de tout ça tout de suite. On se retrouve désormais à l'intérieur de la maison pour parler des différents systèmes de serre qui va être très utile pour arriver à conserver à la fois une bonne humidité pour les différents semis et boutures, mais aussi protéger des différents vents et des températures basses qu'il pourrait y avoir. Alors bien sûr, là, vu qu'on est en hiver, moi j'ai déjà commencé à réaliser des semis et des boutures et je les ai rentrés à l'intérieur de la maison pour arriver à conserver une température suffisante pour que les plantes puissent se développer ou en tout cas ne pas mourir. Parce que ce système-là également de serre peut être intéressant pour hiverner les plantes. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec ce premier système de serre.
Donc à l'intérieur, j'y ai mis des plantes qui ne peuvent pas vraiment passer l'hiver. Ici, ce sont des poires de terre, donc des boutures que j'ai réalisées et que je suis venu mettre à l'intérieur de la maison, enfermées dans la mini-serre. Et donc ce système de mini-serre va permettre en particulier de conserver une bonne humidité, ce qui est souvent très intéressant pour tout ce qui est bouture. Je vais vous montrer d'ailleurs d'autres boutures qui sont juste à côté, des boutures assez difficiles d'ailleurs à réaliser. Là, on a des boutures de Féjoa qui ont été mis donc dans ce système-là de mini-serre et avec les alvéoles profondes que je vous ai présentées précédemment. Donc un système qui est vraiment très intéressant. Le souci qu'on va avoir quand même avec ce système-là, c'est qu'il manque la dernière chose importante, c'est la lumière. Quand on vient hiverner nos plantes ou bien faire des semis dans la période froide, donc c'est-à-dire en hiver ou voire en début de printemps, il va falloir mettre les semis et les boutures dans de bonnes conditions qu'on a parlé précédemment, à savoir de lumière, d'humidité et de température. Donc là, ce système de mini-serre est intéressant pour l'humidité, mais également pour la température et éviter les gelées. Mais s'il fait trop froid dehors, bien sûr, on les rentre en intérieur. C'est ce que j'ai fait là. Par contre, il reste une dernière problématique, c'est gérer la lumière. Donc pour gérer la lumière, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Soit bien sûr, on fait nos semis en extérieur, donc par exemple dans une serre froide, mais là, il va falloir gérer la problématique de la température. Ou bien si vous rentrez vos plants en intérieur, comme je l'ai fait là, il faut gérer la problématique de la lumière. Parce qu'en réalité, la fenêtre ne va pas vraiment suffire pour que les plantes puissent bien se développer. Et vous risquez par exemple sur les semis qu'ils filent, c'est-à-dire qu'ils développent une tige trop grande, se fragilisent et que le semis soit raté. Donc pour éviter cette problématique-là, on va utiliser des lumières adaptées aux semis et aux boutures. Ici, des lumières horticoles. Alors j'ai acheté ce modèle-là assez récemment, une trentaine d'euros pour ces deux petites lumières. Ce qui peut être intéressant, là vous voyez, j'ai des patates douces que j'ai rentrées à l'intérieur de la maison et qui sont en train de se développer très gentiment avec la lumière qu'il y a à côté. Et j'ai fait pareil donc pour ces boutures que je vous présente là. Il y a aussi ce système de lumière en tige, comme ça. C'est pareil, c'est autour de 30 euros à peu près pour les avoir. C'est une solution que je trouve intéressante pour arriver à générer de la lumière pour les plantes. Attention toutefois, il y a 2 ans, j'avais utilisé ce système-là pour mes semis de tomates. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai sorti mes plants en extérieur, ils ont pris un coup de soleil. Parce que les UV des lampes comme ça, c'est quand même pas le même UV qui est généré par le soleil. Du coup, une fois que vous sortirez vos plants, il faudra les adapter à la lumière du jour. Et donc dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire, c'est les mettre dans un premier temps plutôt à l'ombre. Et au bout de 3-4 jours, une fois qu'ils se seront un petit peu habitués, les déplacer progressivement de plus en plus au soleil, afin qu'ils soient vraiment habitués aux UV du soleil. Donc voilà ce premier système de mini-serre très intéressant. En général, on se retrouve à avoir ce modèle-là autour de 10 euros la mini-serre, ce qui est relativement cher. On peut en trouver des moins chers peut-être sur des sites chinois de vente en ligne. Mais globalement, si vous les achetez en jardinerie, vous les aurez autour de 10 euros. Ce système-là que je vous ai déjà présenté dans des vidéos, on le retrouve à 15 euros si vous n'arrivez pas à avoir de promotion. Il était en promotion là récemment autour de 7,60 € en plus avec les alvéoles. Donc que je trouve vraiment très intéressant. En tout cas, c'est un système que je trouve vraiment très utile et que j'utilise énormément. En particulier quand c'est des plantes qu'on veut rentrer en l'intérieur. Moi, j'ai des chats et les chats sont souvent intéressés par les plantes. Ils peuvent venir les manger, les casser ou autre chose. Donc moi, le système de mini-serre, j'aime beaucoup, surtout pour des plantes que je rentre en intérieur. Aussi, ça m'arrive de faire des semis qui résistent un petit peu plus au froid, mais que je veux essayer de forcer, c'est-à-dire qu'ils se développent plus rapidement. Et dans ce cas-là, je les mets en mini-serre et en extérieur. Donc vraiment des systèmes que j'aime beaucoup et que j'utilise énormément. Ensuite, on va avoir le système de serre en intérieur. Donc un nouveau système que j'ai acheté, que je vous présente maintenant et que je trouve vraiment très très intéressant. Il y a pas mal de youtubeurs qui montrent un petit peu de comment faire cette mini-serre. Moi, j'ai pris le parti en fait de l'acheter. Ça me paraissait un petit peu embêtant de le faire. J'avais pas envie de me prendre trop la tête. Surtout que j'y connais pas grand-chose en électricité. Donc moi, j'ai préféré en réalité acheter ce système-là. Alors ça clignote à l'écran, c'est pas l'idéal. Je vais essayer de vous montrer un petit peu quand même ce que c'est. Donc déjà, c'est une simple étagère, ici à 3 niveaux, et dans lequel on a mis des lumières horticoles, comme je vous ai présenté précédemment. Et il y a une housse qui permet de conserver bien l'humidité des plantes. Et je trouve ça vraiment super intéressant pour réaliser beaucoup de semis, comme j'ai fait là. Donc les semis d'artichaut que je vous ai présentés précédemment, là je les ai mis en intérieur et dans la mini-serre. Comme ça, j'ai à la fois une très bonne température, mais aussi grâce aux lumières, j'ai vraiment une très bonne luminosité
à l'intérieur et les plantes vont pouvoir se développer correctement. Donc c'est un système que je voulais vous montrer parce que je le trouve vraiment intéressant. Par contre, comme je vous ai dit, ça coûte assez cher. Ce modèle-là coûte 180 € et je pense que si on fait les calculs, peut-être que si on le monte soi-même en bois, il faudra quand même acheter les lumières, rajouter la housse. On va se retrouver à, je pense, gagner environ une cinquantaine d'euros à le faire soi-même. Mais au moins là, j'ai pas eu d'emmerdement. Tout m'a été livré. Il me suffisait de le monter en 1 heure et demie de temps. J'ai réussi à tout avoir. Donc bon, c'est un choix que j'ai fait. En tout cas, je ne suis vraiment pas déçu d'avoir maintenant mon meuble à semis pour réaliser mes semis très tôt en saison ou bien même venir mettre mes différents plants. Ici, vous avez de la patate douce que j'ai mis à l'intérieur. Bon, le seul regret que j'ai, c'est que c'est un petit peu petit. Encore que j'ai pris le modèle moyen. Il y a un modèle encore plus grand où on peut en acheter plusieurs, bien sûr, mais tout ça, ça a un coût. En tout cas, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. L'idée de la housse va être de conserver l'humidité. Avec les lumières, on aura la bonne luminosité. Et au niveau de la température, vu qu'on est en intérieur et qu'il y a un poêle, on a vraiment toutes les bonnes conditions pour réussir son semis. Aussi, ce système-là, la dernière chose que je veux vous dire, c'est que vu qu'on vient le fermer, vous voyez, c'est vraiment une serre intérieure, on le ferme. Si on ferme l'ensemble ici des différentes sorties d'air, ce qu'il va se passer, c'est que la chaleur va se concentrer à l'intérieur. On se retrouve à vraiment avoir une température assez élevée à l'intérieur, ce qui peut être très intéressant. Malgré tout, j'ai vérifié, les lumières ne chauffent pas vraiment. Je pense que la chaleur arrive à s'accumuler dedans, grâce au poêle bien entendu, et on se retrouve à avoir une bonne température. Je pense qu'on dépasse les 25 degrés facilement à l'intérieur. Bon, ce qui peut être parfois gênant, c'est pourquoi d'ailleurs j'ouvre comme cela, et là ça régule bien la température. Mais si je veux par exemple réaliser des semis plus compliqués ou même pour les patates douces qui a besoin d'une bonne température vraiment élevée, et bien vraiment avec ce système là on arrive à avoir vraiment une très bonne température et j'imagine de très bons résultats, ce qui va être le cas donc pour les patates douces, peut-être les courges aussi qui ont besoin d'une bonne température, même les tomates. Voilà, vraiment un système que j'aime beaucoup, un peu cher mais très intéressant et il fallait absolument que je vous en parle. On va maintenant parler des serres extérieures, des mini-serres extérieures. Bien entendu, ce principe-là revient à la même chose que d'avoir une serre à proprement parler. Mais vu que moi, j'en ai pas dans le jardin, j'ai décidé cette année d'investir dans 2 mini-serres pour arriver à hiverner certaines plantes, ou en tout cas les protéger un petit peu du froid. Ce sont des plantes qui résistent globalement un petit peu au froid, mais pas trop. Et on va retrouver par exemple ici des bananiers. Donc les bananiers que j'ai, ce sont des bananiers résistants au froid, qui résistent autour de -5, -7. Quand c'est en pot, ça résiste un petit peu moins. Et du coup, pour les protéger un petit peu du froid quand même, j'ai choisi de mettre ce système de mini-serre qui va en particulier protéger des vents et protéger aussi d'avoir des gels trop forts sur les plantes. On a eu déjà des températures à -4, -5 degrés et mes bananiers n'ont pas eu de soucis. Aussi, j'y ai mis des poires de terre à l'intérieur. Donc ça, c'est une plante qui ne résiste pas du tout au gel. Et on voit que pour le moment, elle se porte très bien malgré les températures que j'ai pu avoir. Alors par contre, quand la météo annonce des températures trop fraîches, ce que je fais, c'est que mes mini-serres qui sont ici un petit peu exposées, je viens les protéger un petit peu plus en les mettant plus à l'intérieur ici de ce recoin, ce qui va les protéger encore plus du vent et donc de perdre trop fortement la température qu'il y a à l'intérieur. J'y ai aussi mis, par exemple, les sauges ananas. Ces sauges-là résistent autour de -3, il me semble. Et donc, j'ai préféré les protéger avec ce système. Donc ça, c'est un matériel que je trouve intéressant pour les plantes qui résistent moyennement au froid, mais aussi pour forcer ces semis. Et au printemps, je mettrai donc mes semis à l'intérieur, ce qui va permettre de mieux conserver la chaleur et donc d'améliorer le développement de mes semis. Ces mini-serres coûtent entre 30 et 40 €, donc c'est pas excessivement cher et je les trouve très intéressants pour hiverner les plantes qui sont un petit peu gélives, mais pas trop. Si elles sont trop gélives, il vaut mieux les mettre en intérieur, comme par exemple les patates douces que je vous ai parlé tout à l'heure. Ou bien, quand vous faites des semis dans cette période vraiment froide, il vaut mieux les conserver à l'intérieur. Et du coup, la serre que je vous ai présentée précédemment est plus adaptée que ce système-là. Pour terminer cette vidéo, on se retrouve en extérieur. Et là, je vais vous parler du dernier matériel que j'utilise. Alors, je ne vous parlerai pas des serres à proprement parler, mais globalement, ça revient au même principe que ce que je vais exposer là, ou bien de ce que j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire les serres extérieures. Là, on est sur des châssis. Alors, des châssis qu'on peut très bien trouver sur Internet, ça ne coûte pas excessivement cher. Je crois que c'était autour de 30-40 €. Bon, un petit peu fragile. Du coup, moi, c'est la 3e saison que je l'ai. Je ne m'en suis pas encore resservi pour le moment. Ça reste un matériel qui peut être très intéressant pour forcer ses semis ou protéger un petit peu du froid.
Mais sinon, moi, je me les suis créés moi-même. J'en ai créé 2. Donc celui qui est ici et celui qui est là-bas, qui me servent en début de saison pour forcer mes semis. Surtout que là, on est exposé plein sud. Ou bien pour protéger des plantes un petit peu du froid. Alors ça fonctionne bien moins bien que ce que je vous ai présenté précédemment. Puisque là, si on regarde, j'ai une poire de terre. Et là, celle-ci, elle est un petit peu cramée. Je pense qu'elle arrivera à repartir quand même, puisqu'elle est protégée. Celle-ci aussi. Là, celle-là ont l'air d'aller. J'y ai mis aussi des artichauts à l'intérieur. Mais globalement, c'est un système qui me servira surtout au printemps pour forcer mes semis et faire en sorte de maximiser la chaleur pour que les plantes se développent rapidement. Je pense avoir fait le tour des différents matériels qu'on peut utiliser pour ces semis et ces boutures. C'est probablement incomplet ou des informations sans manquantes. C'est pourquoi il y a l'espace commentaire que je vous invite à utiliser pour venir compléter, corriger aussi les erreurs que j'aurais pu faire. Et sinon, il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.